Nous avons vu une analyse psychologique du Padre Pio par le docteur Giorgio Festa. Je vous propose aujourd'hui de vous rendre compte des réflexions du docteur Festa, le même, sur les stigmates du Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous voilà, nous nous retrouvons autour du Padre Pio pour un autre commentaire et je crois que cela va vous intéresser beaucoup parce que notre Padre Pio est analysé sous toutes les coutures par ce médecin sur la demande de l'ordre capucin. Et vous vous rappelez que le docteur Giorgio Festa, médecin à Rome, était assez bien connu parce que par sa capacité, il était catholique pratiquant, mais il avait une capacité d'analyse très bonne, et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à lui. Donc voilà que il va analyser les stigmates du Padre Pio. Il dit la chose suivante. Sur son système nerveux en général, les réflexes superficiels des tendons sont normaux, de même que ses mouvements articulaires et musculaires. Donc le Padre Pio, c'est une chose curieuse, il avait les stigmates, mais ça ne l'empêchait pas de bouger les doigts. Alors que quand on a une plaie, même profonde à la main, et même superficielle, eh bien, on a du mal à bouger les doigts. Bien, ça fait très mal. Et il y a un gonflement des tissus, un édème. Bien, c'est la conséquence d'un traumatisme ou d'une infection. Eh bien là, non. Il y a par contre une intense hypersensibilité de la peau, surtout dans la région antérieure de l'hémithorax gauche, c'est-à-dire la partie gauche de son thorax, là où il y a la plaie, il a la plaie qui est un symbole, justement, un stigmate, mais c'est plus qu'un symbole, c'est un stigmate douloureux de la plaie du Christ par la lance de Longinus. Bien. Sur la paume et sur le dos des mains, sur la plante et sur le dos des pieds. Cette hypersensibilité s'accentue et est douloureuse à proximité des lésions que nous allons décrire et à laquelle correspond une réaction marquée. Il ne se souvient pas d'avoir souffert d'une quelconque maladie, surtout touchant le système nerveux, et par conséquent pas de convulsions, pas d'évanouissement, pas de paralysie, même transitoire dans une quelconque région du corps. Pas de phénomène d'excitation ni de dépression. Dans les examens accomplis sur sa personne et dans l'interrogatoire auquel j'ai dû le soumettre pour recueillir ces données, on constate toujours un grand équilibre et une harmonie entre les fonctions de son système nerveux et les facultés de son esprit. Là encore, il confirme, il n'est ni un psychopathe, n'a pas d'état morbide, bon. Mais il ne réussit pas à serrer la main, si ce n'est qu'avec difficulté. Il peut toucher l'extrémité des doigts. Voyez, c'est donc il souffre. Comme je l'ai dit, cette lésion a une forme circulaire, avec des contours dont les limites sont très nettes, de sorte que la peau, immédiatement adjacente, ne présente ni œdème, ni inflammation, ni rougeur, ni infiltration. Donc la plaie est constituée par une lésion circulaire de couleur rouge-brun recouverte par une mince escarre noirâtre, une croûte en fait, qui reprend exactement les caractéristiques déjà décrites. Donc aux mains et aux pieds, il a une lésion circulaire. Alors à la main droite, c'est la taille plus grosse qu'à la main gauche. Ça se répète au dos des mains et ça se répète sur la plante des pieds et sur le dos, sur le dessus des pieds.
Ensuite, il dit, j'ai vu de mes yeux suinter ces lésions par des gouttes de sang en quantité plus importante aux flancs qu'aux mains et aux pieds. Et lorsque j'ai examiné pour la première fois la Padre-Pio, j'ai retiré de cette plaie du côté un linge de la grandeur d'un mouchoir ordinaire. Il était imprégné de sérosité sanguine. Je l'ai remplacé par un nouveau linge blanc pour pouvoir observer le matin suivant la quantité de sang absorbée. Et en fait, en répétant mon observation vers 7 heures du matin, c'est-à-dire seulement 10 à 10 heures d'intervalle de la précédente, je constatais que ce mouchoir et un autre linge d'une égale grandeur que Padre Pio avait ajouté durant la nuit était complètement trempé de cette même sécrétion séro-sanguine. Maintenant, quelle est la genèse de ces lésions? S'agit-il de phénomènes maladifs dont la science peut affirmer l'origine sans difficulté et avec certitude, ou se trouve-t-on plutôt devant un phénomène extraordinaire que les connaissances que nous possédons actuellement ne nous permettent pas d'expliquer? Je pense que j'étais en train d'oublier de vous dire, vous les premiers visiteurs de notre chaîne, abonnez-vous, vous serez instantanément inclus dans les intentions de la messe célébrée vendredi midi prochain. Et vous tous qui regardez cette chaîne, vous savez que vous pouvez bénéficier également d'une messe du vendredi midi en partageant ces vidéos. Et cette hémorragie considérable, celle du thorax, qui semble plus superficielle qu'aux mains et aux pieds, eh bien, cette hémorragie qui, sous mes propres yeux, jaillit de tissus qui anatomiquement ne sont irrigués que par de rares et minuscules vaisseaux capillaires, comment peut-on l'expliquer? En ce qui concerne leur origine, d'après les données recueillies, elle serait apparue toutes en même temps il y a environ 13 mois, et précisément vers la fin du mois de septembre 1918. Aujourd'hui, après une aussi longue période, leur caractère demeure aussi vivace qu'au premier temps de leur apparition, et tels qu'ils sont restés pendant 13 mois. Ces lésions, à l'exception de la formation de la mince escarre qui les recouvre et qui de temps en temps se détache, tombe et se reconstitue, n'ont jamais montré en 13 mois la plus petite tendance à se cicatriser. Vous voyez, c'est un médecin qui avance par étapes. Il a d'abord vu la psychologie générale du Padre Pio, il a analysé sa manière de se comporter avec les autres, s'il était naturel, pas naturel, il est naturel, il est humble, il est modeste, il est très indulgent et il fait attention à son interlocuteur. Tout ça, le médecin a été très favorablement impressionné. Mais maintenant, quand il va voir les lésions, il se rend compte que ce sont des choses quand même tout à fait inexplicables. Et alors il essaye, et il essaye de poser les jalons les uns après les autres. Et donc là, il dit une chose, une plaie se cicatrise ou s'infecte. Si on la traite bien, elle va cicatriser petit à petit. Mais là, elle n'est pas infectée, elle dure depuis 13 mois et elle reste la même. Qu'est-ce qui peut produire cela? Ces plaies ne sont certainement pas le résultat d'une maladie locale, ni l'expression de maladies constitutionnelles, de la constitution du sujet. La couleur rouge-brun que ces lésions ont aujourd'hui est la même qu'au premier jour de leur apparition. La sensibilité douloureuse qu'elles avaient alors ne s'est en rien atténuée. Et le suintement de la sérosité sanguine que j'ai observé et qui se reproduit à des intervalles assez fréquents n'a pas changé de rythme. Quel est le phénomène pathologique qui peut demeurer stationnaire de façon aussi tenace et aussi longtemps et dans ses caractères distinctifs et dans ses manifestations? Si je devais exprimer mon avis quant à la manière dont ces lésions se sont produites, j'exclurais la possibilité qu'elles aient été occasionnées par un instrument tranchant ou grâce à l'application de substances chimiques puissamment irritantes. Elles ne sont pas consécutives à une blessure par coupure parce qu'elles ne présentent aucune des caractéristiques de ces lésions. Elles ne sont pas dues à l'application de substances chimiques parce que l'action de ces dernières ne se limite jamais strictement à la zone lésée.
Oui, quand on met un produit, il va ronger une partie de la main et pas une autre. Vous voyez, et elle va pas procéder, ça ne procédera jamais par une régularité parfaite. Non, elle utilise les voies normales des tissus. Bien. Et là, on voit que s'il y avait eu une application de substances chimiques, la zone lésée s'étendrait au-delà de ses limites en se perdant graduellement dans les tissus normaux limitrophes avec une réaction dont l'indice est toujours donné par un degré de rougeur plus ou moins visible, par un édème, c'est-à-dire un gonflement, par les infiltrations. Et en tout cas, une fois terminée l'action de la cause vulnérante, alors voilà, là c'est aussi un argument scientifique, et si on arrête d'appliquer la cause qui provoque la plaie, eh bien, au bout d'un moment, cela finit. Quelle que soit qu'elle soit de nature chimique ou non, il est évidemment naturel que même les effets doivent cesser. En d'autres mots, il est naturel qu'à partir de ce moment-là, la réaction vitale de la nature, même sans l'aide de moyens médicaux, pourvoie pour son propre compte et avec ses propres énergies à la guérison progressive du mal survenu. Comment se fait-il donc que les lésions observées chez le Padre Pio conservent les mêmes caractères et la même vigueur qu'au moment de leur apparition? Padre Pio, dans sa profonde modestie, considère son état comme une véritable humiliation et pour autant que cela lui est possible, il tâche de cacher ses lésions et les souffrances qui en découlent. C'est pourquoi, espérant pouvoir freiner leur saignement pendant quelque temps et à des intervalles de 2 ou 3 jours, il y a appliqué de la teinture d'iode. De là l'idée que l'iode, même s'il n'a pas occasionné ces lésions, aurait pu pour le moins les maintenir en l'état. C'est ce qu'avait dit le docteur le docteur Bignami, et il avait laissé entendre que c'était bizarre que le Padre Pio mette de la teinture d'iode. On n'avait pas de mercurochrome à l'époque. La teinture d'iode, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. On la passe, vous le savez, avant une opération, etc. Encore aujourd'hui. Donc, cela aurait dû faciliter, c'est ce que dit le docteur Festa. Or, l'iode appliqué tous les 2 ou 3 jours, ainsi que le faisait le Padre Pio, aurait plutôt dû faciliter la cicatrisation de ces blessures. Alors, toujours est-il que le Padre Pio, par ordre de ses supérieurs, n'applique plus rien sur ces lésions depuis plus de 3 mois et que toutefois celles-ci conservent toujours les mêmes caractères. Les signes qu'on observe chez lui peuvent-ils être considérés comme le fruit d'auto-lésions, quand bien même involontaires? Le fait qu'il fait de gros efforts pour que ses blessures soient cachées au regard d'autrui et qu'elles constituent pour son esprit non pas un motif de satisfaction, mais une source de mortification, allié au parfait équilibre qui se révèle à chaque instant entre les fonctions de son système nerveux et ses facultés intellectuelles, nous amène à exclure de la façon la plus absolue cette hypothèse. Donc voilà, à propos du Padre Pio, un médecin, le deuxième, il y a eu le docteur Romanelli, maintenant c'est le docteur Fest, qui trouve cela très étonnant, dont la cause n'est pas naturelle, ou au moins que la science n'explique pas de manière naturelle, ni n'a de théorie pour l'expliquer, et il prouve par diverses explications, divers éléments, il prouve que c'est vraiment d'une origine inconnue. Vous voyez, ce Padre Pio qui malheureusement a été examiné sous toutes les coutures comme s'il était une bête curieuse, évidemment c'est très 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 gênant d'être à sa place, le pauvre. Mais en tout cas, c'était un moyen d'attirer, et il s'en est rendu compte, et il s'en servait, puisque les gens venaient parfois par curiosité, et il les recevait, il leur indiquait le confessionnal, et le résultat, beaucoup se convertissaient. C'est la raison pour laquelle je vous propose de garder cette photographie chez vous, vous l'avez gratuitement, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, 08 05 36 08 47, vous aurez la photographie, et elle vous sera envoyée gratuitement, la photo et le courrier est payé par des personnes qui sont des donateurs de cette chaîne et donc vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Par contre, je vous demanderai de vous préoccuper
de leur âme, soyez gentils, de chacun de vous qui recevra cette photographie, de prier pour votre bienfaiteur. Et votre bienfaiteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a payé l'édition de ces photographies et qui vous permettent de la recevoir. C'est le moins qu'on puisse faire pour les personnes, c'est de prier pour elles. Bien. Le docteur Fest a continué. Si donc il faut retenir que ces lésions, par les caractères qu'elles présentent en elles-mêmes et dans les tissus adjacents, ne peuvent dériver de l'action d'agents externes, y a-t-il dans l'organisme du Padre Pio un état morbide quelconque capable de les provoquer spontanément? Donc là, il passe à une autre question. On a voulu faire passer le Padre Pio comme un psychopathe. Il paraît qu'il y a des hystériques qui peuvent effectivement avoir des taches qui peuvent apparaître, des irritations, mais ce ne sont pas des plaies comme le Padre Pio. Dans l'étude concernant l'état général de santé de Padre Pio que nous avons présenté au début de notre rapport, nous avons déjà relevé que bien que la résistance organique du père soit notablement affaiblie par le manque de nourriture, par une activité intellectuelle intense et excessive, par l'insuffisance de repos, mais aussi par les souffrances physiques que ces lésions lui apportent, même s'il n'en a rien dit, Padre Pio ne présente toutefois aucune altération morbide cliniquement diagnosticable en aucun de ses organes. Là encore, il rétablit la chose et il dit cela, il s'engage sur cette vérité parce qu'il a vu que le rapport Bignami tâtonnait et voulait absolument mettre sur le compte d'un problème psychosomatique les lésions du Padre Pio. De toute façon, les lésions qu'on observe sur sa peau du Padre Pio ne présentent aucune des caractéristiques propres aux lésions qui se manifestent parfois chez des sujets malades, par exemple les tuberculeux. Bien plus, elles ne peuvent même pas être assimilées à de simples plaies puisqu'elles sont totalement dépourvues des sécrétions propres à celles-ci. Pour exprimer avec exactitude l'impression que j'ai eue, je devrais dire qu'elles apparaissent plutôt comme la conséquence d'un contact prolongé avec un corps métallique brûlant. En effet, tant par leur couleur rouge-brun que par les caractères de l'escarre qui les recouvre, elles rappellent beaucoup ces lésions que nous avons l'habitude de provoquer dans des buts thérapeutiques sur la peau d'individus atteints de certaines maladies déterminées, et ce, au moyen d'un thermocauteur, c'est-à-dire qu'on cautérise. Pardon. Mais la blessure produite par un corps métallique incandescent présente sur ses bords, immédiatement après son application, une zone de réaction qui se perd progressivement dans les tissus limitrophes normaux. Et une fois terminée l'action qu'il a produite, le processus naturel de réparation débute et se produit jusqu'à la complète cicatrisation de la lésion qui en fut l'effet. Tandis que les lésions observées chez Padre Pio, comme nous l'avons déjà relevé plusieurs fois, présentent des contours très nets et les tissus périphériques ne montrent aucun signe de réaction, aucune tendance à la cicatrisation, même plusieurs mois après leur apparition. Il répète maintenant: le parfait équilibre qui existe entre les fonctions de son système nerveux et les facultés de son esprit, l'harmonie et la cohérence qu'on découvre en chacun de ses actes et dans toutes ses paroles, sa complète consécration à la prière, à la méditation et au bien de tout ce qui l'approche, ne permettent donc en aucune façon, même pas d'un point de vue clinique, de classer parmi ces cas celui de Padre Pio. Vous voyez qu'il a été très complet. En conclusion donc, les lésions que Padre Pio présente et les hémorragies auxquelles elles donnent lieu ont une origine que nos connaissances sont bien loin de pouvoir expliquer. Leur raison d'être est bien plus élevée que ne l'est la science humaine. Et si on pense à la bonté, à la douceur, à la mansuétude de son caractère, à sa vie toute tissée de sacrifices et de dévouement en faveur de ceux qui s'adressent à lui, à ses longues veilles de méditation et de prière, il est simple de comprendre comment son esprit a pu devenir un véritable centre d'attraction de la grâce divine, et comment cette dernière a pu imprimer en lui les signes de sa prédilection précisément là où notre Seigneur souffrit le plus dur des martyrs. Pardon. Vous voyez que il a été très logique, il a procédé par étapes pour arriver à la conclusion. Il a bien montré qu'il était catholique pratiquant, mais contrairement à ce que disent aujourd'hui les gens,
Si on est catholique, on ne peut pas prendre position sur un thème comme celui-ci, ou alors ça montrera de la partialité. Là, on voit que sa religion n'a pas été un facteur de partialité, mais il remonte à notre Seigneur Jésus-Christ et il dit effectivement, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert le plus dur des martyrs, et tous les stigmatisés, finalement, ça a été le cas. Je crois qu'il y a 60 ou 80 ou 70 stigmatisés dans l'histoire de l'Église. Ainsi, ce qui pour la science a pu sembler une énigme est au contraire expliqué par la foi. Ainsi libéré de l'idée préconçue de vouloir toujours expliquer en termes rationnels tout phénomène qui tombe sous son observation, l'esprit humain peut s'élever vers les plus hauts sommets de la connaissance, plus facilement entrevoir cette vérité qui est hors de portée de notre pauvre science, cette vérité qui dépasse et dépassera toujours toute chose. Voilà le premier rapport du Padre Pio, et je vous signale que, et il en a fait d'autres. Il a fait un premier rapport en 1919, en octobre 19, le deuxième en juillet 1920, ensuite il en a fait un autre en avril 1925, et donc si vous souhaitez connaître un petit peu plus les rapports, parce que ce n'est pas très agréable d'avoir un rapport médical. Il est vrai que je vous ai peut-être un peu embêté, mais concernant le Padre Pio, si je ne donnais pas la preuve en vous lisant la chose, il y a toujours des gens qui vont dire « moi je ne crois pas aux stigmates », tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire, ça c'est son problème. Mais à partir du moment où l'Église a canonisé le Padre Pio, que le Padre Pio avait ces stigmates, que ces stigmates ont été constatés, étudiés par plusieurs médecins, et d'ailleurs il y a beaucoup d'autres médecins qui sont venus ensuite pour l'analyser, je crois qu'il y aurait une grave imprudence à ne pas y croire. En tout cas, vous voyez, si vous avez aimé ces vidéos, eh bien, n'hésitez pas à mettre votre like. Je vous incite à vous abonner parce qu'il va y avoir une série maintenant sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les rapports entre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le Padre Pio. Et c'est une chose absolument merveilleuse. Tellement merveilleuse, je crois qu'il y en aura une ou deux ou trois d'affilée. Ceux qui ne veulent pas les perdre, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et vous savez qu'en plus de ça, vous rentrerez dans la messe qui suivra votre clic. Et donc cette messe du vendredi midi sera dite aussi pour vous spécifiquement. Ensuite, si vous voulez partager ces vidéos, rappelez-vous que chaque fois que vous partagez cette vidéo, vous rentrez aussi dans les intentions de cette messe. Et puis, je vous demande vos commentaires. Par exemple, nous avons fait 3 séances sur les stigmates du Padre Pio, c'est-à-dire 3 rapports, mais sur le docteur Fest, j'en ai fait 2, ça fait 4 au total. Est-ce que vous voulez continuer un peu ces rapports? Est-ce que vous voulez avoir la preuve? Vous voulez, pour par exemple, en discuter avec quelqu'un? Il vous faut avoir les preuves. Et je crois que ça peut être très intéressant. Mais dites-le moi, si vous trouvez que c'est un peu barbant, comme on dit, vulgairement, eh bien, je ne le ferai plus. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, soyez francs, et j'essaierai d'en tenir compte au mieux. Je vous laisse avec le Padre Pio jusqu'à demain, je vous souhaite une grande bénédiction du Padre Pio avec toutes les grâces, et puis tout ce dont vous avez besoin. À bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.